Bilan de l'année 2023. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, on est le 27 décembre. On est quelques jours avant la fin de l'année officielle. Mais j'ai quand même décidé de juste m'asseoir devant le micro. Aujourd'hui, je n'enregistre pas sur mon petit micro de poche. Je vais vraiment faire un vrai épisode où je vais nettoyer mes pistes avant de l'envoyer. Et j'ai décidé de faire mon bilan annuel parce que, premièrement, je pense que si j'ai juste un épisode à faire par année, ben, ça devrait être mon bilan annuel parce que, ben, tout simplement, le Sandro Show est en partie responsable pour documenter ma vie, donc de faire une petite rétrospective. C'est aussi un exercice que je pense qu'on devrait tous faire, en fait que j'apprends à faire, que j'ai appris sur certains podcasts, que des gens ont partagé ces techniques-là. Et je crois que c'est très, très, très bon parce que si tu es comme moi, tu as souvent l'impression que tu fais rien. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui a changé, que ta vie, comme il n'y a rien qui avance. Et quand tu prends le temps de t'asseoir et de faire un bilan, mais tu vois qu'il y a plein de choses que tu as accomplies, tu t'en rends peut-être pas compte. Et quand je regarde tout ce que j'ai accompli cette année, je trouve ça wow, je suis vraiment impressionné. C'est sûr que je n'ai pas accompli le 8e ou peut-être même le 100e de ce que je voulais accomplir, mais si je regarde ça dans l'autre sens, c'est quand même fou tout ce que j'ai réussi à faire en 365 jours. Avant de commencer avec mon bilan, je vais faire deux petites mises en garde, je ne sais pas comment dire ça, 2 avertissements. Premièrement, j'ai la COVID, fait qu'on va commencer par ça comme bilan. J'ai commencé à développer des symptômes de la COVID le 23 ou le 24 décembre. Ce qui fait que cette année, c'est un peu bizarre comme Noël. Je suis pas mal chez moi. Je suis allé courir un petit peu, mais je sors à peu près pas de chez moi depuis quelques jours. J'ai un brain fog. Je suis comme un petit peu étourdi. J'ai fait de la fièvre. Tout ça pour dire que c'est ça. C'est comme des vacances que j'avais plein de choses que je voulais faire de prévu et que je ne fais pas. Je trouve ça quand même bien. Je vais donner mon opinion sur la COVID et aussi la maladie. La COVID, en fait, je pense qu'on est rendu à un point où on va toutes l'avoir une fois par année. Bon, ceux qui ne se testent pas, ils ne le sauront pas. Mais ça va faire partie de notre vie. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Comme avant, on avait des rhumes. Là, on va avoir des rhumes et la COVID et sûrement d'autres cossins. La dernière fois que je l'ai eu, d'ailleurs, c'est en mars, donc 2 fois en 2023, mais j'ai l'impression que, grosso modo, ça va faire partie de la routine d'attraper cette cochonnerie-là une fois de temps en temps. Donc, juste vivre avec. Je regarde les bons côtés des choses. Je l'ai attrapé le temps que je suis en congé, donc je ne manque pas de journées de travail. C'est pas tant, je dirais, tu sais, manquer des jours de travail, c'est sûr, tu te dis, ah, tu as des journées de maladie et tout. Oui, mais souvent, quand tu as des choses de planifier, quand tu as un travail qui est peut-être un petit peu plus de tête, c'est sûr que c'est pas le fun de décaler tes choses. Surtout en programmation, on s'entend que nos maudits deadlines, on les dépasse à peu près toujours. Fait que si en plus tu rajoutes là-dedans 1 ou 2 jours de maladie parce que tu n'es pas capable de travailler, puis que les 3 autres jours, tu ne travailles pas à 100% parce que ton cerveau ne fonctionne pas, c'est quand même pas cool. Donc, c'est quand même cool que ça soit pendant que je sois en congé. Ce qui est moins cool, ben, c'est que je ne fais pas grand-chose de mes congés, donc mes vacances vont passer, puis j'aurai comme à peu près rien fait. Puis l'autre chose, ben, voici comment je le vois. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je pousse beaucoup. Je dirais que, tu sais, on parle de lumière rouge, mais je suis dans le jaune foncé depuis un méchant bout. Je suis toujours en équilibre entre je dors juste assez, je m'alimente juste assez, je bouge assez, mais ça pourrait être plus optimisé que ça. En fait, le sport est pas mal la partie la plus correcte, quoique les derniers mois, je suis un petit peu off-season, je bouge un peu moins. Mais quand même, ça pourrait être mieux. Bref, mon corps me dit, puis c'est comme ça que je le vois, j'essaie de toujours analyser que la vie m'envoie des signaux, mon corps m'envoie des signaux, et c'est à nous de les écouter. Puis, ben, dans le fond, mon corps me dit, tu as besoin de repos, puis tu ne m'écoutes pas, donc maintenant, repose-toi.
C'est plus facile à dire qu'à faire parce que j'avais des activités de prévues et j'avais aussi de la job à finir que je tarde depuis quasiment 1 an. Fait que ça me stresse un petit peu, mais en même temps, je me dis, écoute, se reposer, c'est faire quelque chose. Et clairement, mon corps m'a juste dit comme, fais-le. C'est comme, tu m'écoutes pas, maintenant, fais-le, je vais te forcer à le faire. Fait que je profite du moment. Puis pourquoi je mets cette petite mise en garde-là? Ben, c'est sûr que je parle un peu du nez. Ça se peut que je fasse des pauses une fois de temps en temps pour me moucher. J'ai pas mes idées 100% claires, mais en même temps, je tiens à faire cet épisode-là. Et dans quelques jours, les enfants vont revenir. Je vais sûrement avoir un petit peu moins de temps. Donc, il va y avoir les parties de jour de l'an. Fait que je pense que le timing is everything. Puis c'était ce soir ou une autre fois. L'autre chose, je veux faire un petit mea culpa, peut-être pas un petit mea culpa, mais c'est quelque chose qui me pèse, mais que j'ai derrière la tête. J'ai plusieurs amis / auditeurs qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passait avec mon ami qui avait le cancer, parce que si tu as suivi les derniers mois, j'ai dit que j'allais podcaster tous les jours pour le supporter. Et il y a eu une semaine que j'étais vraiment fatigué au mois de novembre, fin novembre, et j'ai pris comme quelques jours de break. Et ces quelques jours de break-là ont viré en mois et demi-ish de break. Ça fait comme un mois et une semaine, quelque chose comme ça, que je n'ai pas sorti l'épisode, 5 semaines. Donc non, il n'est pas mort. Il a eu ses traitements, il est retourné chez eux le 22 décembre. On s'est parlé, il trouve ça tough, mais un jour à la fois, il continue. Donc, c'est pas parce qu'il est mort que j'ai arrêté de podcaster, mais bien plutôt pour moi ne pas mourir. J'exagère, je serais sûrement pas mort, mais juste l'automne, je suis toujours un peu plus fatigué. À la base, je suis toujours plus fatigué l'automne, l'hiver. Je commence à reprendre mes énergies au printemps. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont succédées. Autant travail, la grève. J'étais à Montréal, puis je pense que ça fait partie, tu sais, je me permets là, aujourd'hui de m'étendre un peu, ça fait un petit peu partie du bilan de l'année. Ça fait depuis, je connais pas la date exacte, mais genre le 23 novembre, 25 novembre, 27 novembre, quelque chose comme ça, que les enseignants sont en grève à Montréal. Dans certaines places du Québec, c'est grève, puis là, ils recommencent, ils sont 3 jours en grève, puis... Mais à Montréal, c'est grève illimitée. Donc, les enfants, je sais qu'il y a quelques autres endroits aussi au Québec, là, c'est pas juste Montréal. Donc, les enfants sont 100% du temps avec nous, soit avec Catherine, soit avec moi. Donc, quand ils sont avec moi, je dois m'occuper d'eux. Donc, je les ai un petit peu plus. Ça m'ajoute une certaine charge. Aussi, ça m'enlève un petit peu de temps personnel, dans le sens que souvent, quand ils sont à l'école, mettons le midi, je vais aller faire une petite course, un petit 5 km sur l'heure du dîner pour bouger, me redonner du pep. Que présentement, quand les enfants sont à la maison, je ne veux pas les laisser seuls à la maison. Donc, et pas tant que je ne veux pas les laisser seuls. Quoique pour un 30 minutes, je pourrais les laisser seuls, mais en même temps, sur l'heure du dîner, je dois les faire manger. Donc, ça m'ajoute une certaine charge. Fait que il y a tout ça mis ensemble qui fait que moins d'énergie, une charge de travail un petit peu plus élevée, la grève qui fait que j'ai juste coupé dans le gras et malheureusement, le gras fut le sang trop chaud. Donc, mon ami va bien dans la mesure du possible. J'ai l'intention, je souhaite sincèrement, je sais que tu m'écoutes, je souhaite sincèrement courir avec toi en 2024. Ça serait vraiment insane. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle que le Sandro Show est en pause. De toute façon, on est de retour à notre bilan. Pour faire le bilan, c'est ça que je disais un petit peu plus tôt, je pense que tout le monde devrait faire ça. Fait que je voudrais donner un truc. L'année passée, ça a été fait un peu a cappella. Je pense que c'est la première année que j'ai fait un bilan. Peut-être que mes auditeurs de longue date, donc Kevin, si jamais tu penses à ça, t'écoutes ça, peut-être que je l'ai fait les autres années, mais je sais que l'année dernière, c'est un des rares épisodes que j'ai fait parce que j'ai fait comme un 3-4 mois. Après, j'ai pris un break, j'ai refait un autre 2 mois, puis j'ai juste sorti l'épisode de fin d'année avec mon bilan. Donc, c'est ça, cette année, je me suis préparé. L'an dernier, j'avais envie de faire ça, je me suis assis devant le micro, j'ai commencé à te parler. Cette année, je me suis dit, oui, c'est beau tout ça, mais j'ai pas commencé au début de l'année. Cette année, ça va être autre chose, mais j'ai commencé à juste prendre des notes. Fait
façon simple, sur mon iPhone, il y a une application qui s'appelle Notes. Je prends toutes mes idées pour le Centro Show. Il y en a qui me demandent des fois où tu trouves les idées, tout ça. Ben, des fois, j'ai des flashs ou quoi que ce soit. Puis, si je ne l'écris pas quand j'ai le flash, c'est quasiment 100% des chances que je l'ai oublié rendu au soir pour l'enregistrer. Donc, je me fais un backlog d'idées d'épisodes. Et dans le même fichier, tout simplement, j'ai comme mis des espaces et j'ai commencé à noter mes accomplissements à mesure que j'y pensais. Fait que comme ça me fait un certain canevas aujourd'hui pour faire un bilan de l'année. Fait que je vais y aller. Je les ai pas mis en ordre, fait que je vais y aller un petit peu de un à l'autre. Je sais pas, je vais peut-être pas commencer par les trop cool ou les trop. Je sais pas. Comment je vais y aller? Ben, je vais commencer par un des premiers. Ben, en fait, c'est comme 10e dans la liste, mais le premier, j'ai eu 40 ans cette année. Je pense que c'est un privilège de vieillir. Plus que je vieillis, plus que je me rends compte que c'est un privilège de vieillir. C'est sûr, je travaille avec des gens plus jeunes que moi, donc je me fais traiter de vieux assez souvent. Puis c'est correct. Sûrement que moi aussi, à 27 ans, j'aurais traité le gars de 40 ans de vieux et je me sens tellement plus jeune. Je me suis jamais senti aussi jeune de ma vie par le fait que l'entraînement, le fait que j'ai perdu du poids dans les 10 dernières années, par le fait que je me sens sharp. Fait que ça me dérange pas, je trouve ça drôle. Puis oui, je l'assume totalement. Et pour les jeunes, s'il y en a des jeunes qui m'écoutent, ben malheureusement, ce n'est qu'une question de temps avant que tu aies 40 ans. Je te souhaite d'avoir 40 ans un jour parce que si tu ne te rends pas à 40 ans, ben c'est quand même plate. Fait que, gros accomplissement, 40 ans. Sûrement qu'avant, je ne sais pas avant, mais aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle monsieur, je ne suis plus insulté. Pas parce que j'ai décidé dans ma tête que j'étais vieux, mais parce que j'ai décidé que je mérite ce titre honorifique-là. Fait qu'on va le voir d'une autre façon, on va le voir du côté positif. Si quelqu'un m'appelle monsieur, I deserve this title. OK? J'ai vécu 40 ans, j'ai eu une enfance assez difficile, une adolescence encore plus difficile. J'ai effacé la mort de mon père, la mort de ma mère, il y a eu des conflits familiaux, il y a eu de l'apprentissage, du développement personnel, j'élève 2 enfants, je passe au travers d'une séparation. Bref, j'ai beaucoup d'obstacles que j'ai surmontés ou pas, donc j'ai beaucoup d'expérience et je crois que de me faire appeler monsieur, puis je crois qu'il y a bien des gens, c'est une question de mindset, c'est qu'ils vont dire « je suis pas vieux », c'est pas une question d'être vieux, mais aujourd'hui, je l'assume totalement. Je suis rendu un monsieur et c'est bien correct. Donc, 40 ans, il y a la toune, il y a la toune d'intro des Sopranos qu'à un moment donné, il dit I'm getting old in this world, I'm 40 years old, 40 years towards the grave. C'est comme 41 steps towards the grave. Et j'aime beaucoup ce passage-là de cette chanson-là. Donc, j'ai dans mon calendrier je fais très peu de stories, mais le jour de ma fête de mes 40 ans, de mettre une photo de moi et de mettre cette partie de musique-là, parce que, ben oui, 40, c'est un chiffre rond, mais malheureusement, mon décompte vers le 50 avance. L'autre chose qui est très cool, c'est mon why, ma mission de vie. J'ai trouvé ça fait longtemps que je cherche ça. Tu sais, c'est quoi ma raison d'être sur Terre? C'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Et un moment donné, au mois de mai, j'ai reçu un appel d'un de mes amis qui me dit qu'il allait courir, qu'il allait faire Ottawa. Et ça m'a frappé. J'ai dit, c'est ça. Lui, je l'avais inspiré comme en 2018 à commencer à courir parce qu'il voyait mon parcours. Puis je me suis dit, je veux faire... Ma mission de vie, en fait, c'est d'aider les gens qui veulent courir at large. Je dirais aider les gens qui veulent se mettre ou se remettre en forme par la course à pied. C'est comme ça que je le gesticule. Mais n'importe qui veut se mettre à bouger, si je peux aider, être une inspiration, les aider, les motiver à partir, c'est ça ma mission de vie. Je suis ici pour aider les gens à se mettre en forme, grosso modo. Fait que donc, ça donne un sens à ma vie, ça donne une raison à pourquoi je me lève le matin. Et je pense que ça va faire un très bon segue vers un de mes prochains sujets que je voulais parler pour 2023, un de mes accomplissements.
on a relancé le podcast Coureur.io. Je dis on, à la base, c'était mon projet personnel en 2018. J'ai lancé ça. J'ai fait une dizaine d'épisodes, grosso modo, et la vie me rentrait dedans. J'ai tout simplement fait comme beaucoup de projets, je l'ai mis sur la glace. Et depuis 2018, je me disais tout le temps, ce serait le fun de le repartir. Mais c'est aussi beaucoup de temps. Avoir un podcast, c'est quand même un investissement, c'est quand même un gros commitment. Ensuite, j'ai commencé le Centro Show, puis j'ai embarqué sur plein d'autres projets. Fait que j'avais comme laissé ça un petit peu de côté. Entre-temps, j'ai fait la rencontre avec Billy, mon ami Billy Angers. Je nomme son nom parce que je sais que ça ne lui dérange pas. En 2020, quand j'avais fait mon cours de coaching de course à pied, on s'était rencontrés et je le gossais au bout. Mais il m'a relancé une couple de fois. Il voulait venir parler sur le podcast de son parcours. Puis ça m'intéressait. Je voulais relancer, mais on procrastine. Puis j'ai trouvé, puis j'en parlais, puis j'avais des invités en tête. Puis j'avais toutes sortes de choses que je voulais faire, mais que je ne mettais pas à exécution. Puis à un certain moment, Billy me relance. Puis je dis, écoute, Billy, ça ne te tenterait pas, toi, de t'impliquer dans le podcast? Parce que, veux pas, c'est quand même beaucoup de temps. Puis il dit, oh oui, je suis présent. Et là, on a dit, OK, on en parle. Et là, on n'a pas parlé pendant 1 an pour s'en reparler en 2023, grosso modo. Puis là, j'ai dit, OK, quand est-ce qu'on lance ça? Blablabla. Donc, on a mis les choses en place et en septembre, on a relancé Coureur.io, qui est le premier podcast où je me suis fait les dents, où j'ai appris le podcasting. Et gros shoot-out à Billy, je suis vraiment content de l'avoir dans mon équipe. Je pense qu'on fait vraiment un très, très bon team. Il y a plus ce côté, je suis beaucoup plus organique, peut-être moins organisé. Tu sais, je suis capable de m'organiser, j'aime ça, mais Billy, il est comme un horloge, tout est drette, tout est organisé, il planifie avec les invités. Puis moi, de mon côté, j'amène peut-être un volet un peu plus léger, d'autres questions, une expérience de podcasting. Je m'occupe plus du côté technique de la chose, le montage, la diffusion. Tout ça pour dire que so far, ça va super bien et ça s'aligne avec mes missions de vie parce que c'est du temps que je donne pour que la communauté, pour aider. C'est un outil, un temps, un point de vue, du contenu qui aide les gens à se mettre ou se remettre en forme et qui redonne à la communauté parce que la course à pied m'a tellement donné dans les 10 dernières années que j'ai envie de redonner. Donc, ça, c'est une grosse réussite. Aussi, il y a beaucoup de podcasts. La majorité des podcasts ne dépassent pas le 10e épisode. Donc, cette année, on en a fait 19 à date, ce qui est quand même très cool. Je pense qu'on va sortir. Non, on ne sortira pas le 20e en 2023, fait qu'on va en avoir sorti 19. Et la sauce à pogne, c'est cool. On a des gens. Moi, je me fie beaucoup plus à la réaction des gens, dans le sens que la qualité des auditeurs. Puis on a des auditeurs qui viennent nous voir, qui nous donnent des commentaires, qui nous disent qu'ils aiment ça, qui partagent nos épisodes. Fait que ça, c'est vraiment super touchant. Sinon, côté chiffres, on est rendu sur la moyenne, on a environ 200 écoutes totales par épisode, ce qui peut sembler peu pour beaucoup de monde. Pour un podcast niché au Québec, dont la promotion est quand même limitée, dans le sens que c'est Billy qui s'en occupe, qui fait toute la promotion sur les réseaux sociaux. C'est très bon et on voit que ça croît je dirais pas de semaine en semaine, mais on voit une tangente vers le haut depuis les 3 derniers mois. Tu sais, au début, quand on postait, on avait on était content quand on dépassait le 100. Puis là, c'est rendu que les épisodes, ils touchent quasiment tout le 200. Fait que c'est quand même, ça grossit de façon organique. Ça veut dire que les gens partagent, les gens s'inscrivent. Puis, j'ai du fun. En fait, on parle de chiffres, là, mais je pense qu'il y aurait il y aurait 0 auditeur, je serais content de le faire pareil parce que ça me donne une occasion toutes les semaines de m'asseoir, de parler de course, que ce soit avec Billy, que ce soit avec Billy et un invité. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je le fais. C'est fait par passion, par cœur, puis c'est aligné avec ma mission de vie. Fait que 2023, c'est l'année où j'ai trouvé ma mission de vie. J'ai songé beaucoup à changer de job pour travailler avec quelque chose d'aligné dans ma mission de vie. Et j'ai back-off un petit peu et je me suis dit que c'est peut-être pas nécessaire. Tu peux avoir une mission de vie, mais ça te prend du fuel pour ta mission de vie, ce qui veut dire de l'argent.
Et parce que si tu ne vis pas pour ta mission de vie, ben, en tout cas, il y a des gens qui le font, là, mais c'est pas tant mon objectif. J'ai envie de pouvoir quand même vivre entre les deux. Donc, j'en suis venu à la conclusion que mon fuel, j'allais le chercher ailleurs, dans ce que je connais déjà, plutôt que de bâtir. C'est mis sur pause, projet de retraite peut-être plus tard. Donc, mission de vie, c'est fait. Maintenant, j'ai une direction. Je sais pourquoi je me lève le matin. Quand quelqu'un m'appelle, m'envoie un message, quoi que ce soit, qui veut se remettre en forme, je le vois comme je suis dans la gratitude totale. Tout ce que je peux faire pour l'aider, je vais le faire. En parlant de mission de vie, c'est cette année que j'ai accompli mon premier marathon, que j'ai couru mon premier marathon et je pensais pas ça. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je vais le dire for the record, j'ai couru mon premier marathon à Toronto le 16 octobre 2023. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je ne pensais pas que ça allait me faire ça. Je me suis mis à m'époumoner, à crier, genre, je l'ai fait. Ben, en fait, je criais, I fucking did it. Puis je me suis mis à pleurer. J'ai aucune idée de où ça venait. C'était 10 ans. Tu sais, naïvement, quand j'ai commencé à courir, moi, je ne savais pas courir. Puis j'ai fait mon premier demi-marathon comme 5 mois plus tard. Je me suis inscrit en novembre, à fin novembre, puis j'ai couru ça, mettons, 6 mois plus tard, fin mai. Puis je disais à l'amie de Catherine, Émilie, avec qui je m'étais inscrit, je disais, ah ouais, mais ça, je vais faire un demi cette année, je vais faire 2 demi cette année, puis là, l'année prochaine, je vais faire un demi au printemps, puis à l'automne, je vais faire un marathon. Fait que dans ma tête, en 2 ans, là, je faisais mon premier marathon, ce qui ne fut pas le cas. Pour plusieurs raisons, bonnes et mauvaises. La première bonne, c'est que à un certain moment, j'ai intégré un coach dans ma vie, puis il m'a dit, fais pas ça. Fait qu'il m'a fait concentrer sur des plus courtes distances pour que je fasse des gains avant d'aller dans de la longue distance, ce qui est une très bonne chose. Et les mauvaises, ben, c'est qu'à un certain moment, je me suis découragé. J'ai jamais arrêté de courir, j'ai jamais arrêté de m'entraîner, mais j'ai mis peut-être un petit peu moins d'amour, moins de coach, ce qui fait que j'ai stagné, même que j'ai perdu beaucoup de performances sur 2-3 ans. Pour reprendre l'année dernière. Donc, très gros accomplissement pour moi. Je pense que tes coureurs, tu sais, puis je l'ai fait pour moi. À base, je l'ai fait pour moi parce que, tu sais, quand tu passes j'étais 300 livres, overweight, je fumais, puis je buvais à l'occasion, je me lève à 5 heures le matin pour aller courir, puis coûte que coûte, qu'il pleuve ou pas pendant 10 ans. C'est un accomplissement, mais aussi c'est quelque chose que je voulais faire. Comme j'ai d'autres milestones, je veux faire un Ironman dans ma vie, j'aimerais ça faire Boston, j'aimerais ça faire l'Ultra Trail. Fait que j'ai quand même d'autres milestones, mais ça c'est un gros. Puis tu sais, tu parles à des gens qui font de la course à pied, puis bon, les gens, là, ils comptent les marathons, ils en ont fait 57 ou ils font de l'ultra, puis tout, comme juste fait des demi. Il y a comme un syndrome d'imposteur, quoique j'ai mis ça beaucoup de côté depuis un bout, mais c'était quelque chose qui me gossait de ne pas l'avoir vécu. Pas tant par ego de dire je l'ai fait, mais par compréhension, comprendre c'est quoi. Et, on parle du mur, là, mais pour moi, ma plus longue entraînement a été de 34 km avant de faire le marathon. Généralement, quand je m'entraîne comme pour un demi, ma plus longue est de 24, 26, puis même parfois 28 km. Fait que donc, je fais plus de volume que ma course. Fait que quand je fais ma course, c'est comme un duty cycle. J'ai de l'énergie pour la faire parce que de un, je cours plus vite, puis de deux, la distance est plus courte. Fait que mon cerveau est comme... Mon corps est prêt à exploser, mais le marathon, je ne peux pas faire 56 en entraînement. Là. Ben, peut-être que ça se ferait, mais je ne le fais pas. Donc, je n'avais jamais atteint cette distance-là en continu. Au défi de la tortue, d'ailleurs, ça peut faire partie des wins de cette année. Au défi de la tortue, j'avais fait 40 km. J'avais volé des tours à mes coéquipiers pour réussir à faire 40 parce que si je ne volais pas comme 2 tours, je tombais comme à 38 puis je voulais comme faire 40 km. Donc, mais c'est sur 12 heures à relais avec des pauses, tandis que là, c'était en continu. Tout ça pour dire que de 35 à 47, le défi, là, vraiment, là, comme 34, ça s'est bien fait en entraînement, là, mais 35, là, mon corps ne voulait plus. Là. Mon corps était comme, OK, dude, t'es après à me tuer, arrête.
Et quand on dit que c'est le mental qui embarque, c'est vraiment le mental. Je suis comme, OK, mais je continue. Là. C'est pas vrai que j'ai fait 10 ans d'entraînement, que j'étais à Toronto, j'étais à 7 km de la fin, que je vais abandonner. Oublie ça, je le fais. Puis, je me souviens, j'ai comme arrêté de prendre de l'eau parce que j'étais comme déshydraté. Fait que pour pouvoir prendre plus d'eau, j'étais arrêté au Revito. Peut-être, je sais pas, 30 secondes, une minute pour pouvoir prendre quelques verres d'eau puis prendre ma barre de sucre. Puis quand je suis reparti, je n'étais plus capable de courir. Tout était jammé, là, jammé. Là. Je courais comme j'étais collé, là, mes articulations ne bougeaient plus. Puis là, il me restait genre, ça c'est peut-être au 36 ou il me restait encore 6-7 km à faire. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, ben, tu ralentis, vu que tu cours comme un enculé, tu cours moins vite. Puis là, j'étais là, OK, mais ça fait déjà comme quasiment 4 heures. Ça veut dire qu'il me reste, si je ralentis, il va me rester encore 1 heure. Ton corps ne veut plus. Fait que j'ai juste comme continué. C'est le mental qui a embarqué. Je te dirais que jusqu'à 40, de 35 à 40, après, on dirait comme quand tu passes le 40, il restait 2 km. Fait que j'ai repogné un petit peu de pep. Tout s'est replacé, toute l'huile, les jointures, puis tout. Et j'ai vu mon chum Kev qui était venu avec moi m'accompagner. Ça m'a redonné un boost pour finir. Et ce qui est le fun du marathon, je ne sais pas si c'est le fun, mais c'est ce que j'ai trouvé le fun. C'est une belle surprise au marathon de Toronto. Les autres courses que j'ai faites, généralement, tu vois la ligne d'arrivée comme 1 ou 2 kilomètres d'avance. Fait que là, ta voix, puis elle s'approche, puis elle est lente avant d'arriver. Tandis qu'à Toronto, la façon que le parcours est fait, tu tournes sur une rue, puis là, quand tu arrives au bout de la rue, tu n'as pas le choix de tourner, puis tu retournes, puis la ligne est là. Mais à un moment donné, tu perds la notion du temps. Tu ne sais plus t'es où, tu ne sais plus c'est quoi ton millage, tu arrêtes, comme ton cerveau est juste concentré à essayer d'avancer. Fait que je ne savais pas s'il restait comme 500 mètres, 1 km ou 20 pieds. Et là, je suis arrivé, j'ai tourné, puis quand j'ai tourné, j'ai vu la ligne d'arrivée, puis elle a comme vraiment apparu dans ma face. Boum! Puis là, j'ai fait « Oh shit! » Je l'ai faite et c'est là que j'ai couru. Fait que je serai à tout jamais un fier marathonien. Donc, c'est vraiment cool pour ça. L'autre chose, un autre gros milestone dans ma vie, quand mon père est mort, j'ai réalisé, pas tout de suite, mais pour ceux, puis je ne l'ai pas documenté, j'ai très peu documenté dans le Centro Show, je ne me sentais pas prêt. En 2024, ça va être quelque chose que je vais peut-être parler plus. Puisque la poussière a retombé, que je me sens prêt, etc. Quand mon père est mort, ça fait 10 ans. Ça a fait 10 ans. Moi, ça, c'est un autre gros milestone de 2023. Mon père est mort le 18 décembre 2013. Donc, le 18 décembre 2023, ça a fait 10 ans. J'ai un de mes chums qui m'a texté. J'ai trouvé ça cool. J'ai un de mes chums qui m'a dit « Hey, je sais que c'est une journée difficile pour toi. Je pense à toi. » J'ai trouvé ça cool qu'il se souvienne de la date. C'est quelqu'un qui est très occupé. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. De toute façon, où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que quand mon père est mort en 2014, après que la poussière a retombé, le procès, toute la patente, j'ai comme fait un bilan. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me reste de ça? Ben, il me reste une histoire. Puis j'aimais tellement écouter mon père me raconter ses histoires de quand il importait de la drogue. Puis toutes les histoires de... Écoute, si tu écoutes les Sopranos, là, c'est ça la vie d'un criminel. Là. C'est qu'il ne se passe pas grand-chose 90%, 95% du temps, mais quand il se passe quelque chose, ça se passe pour vrai. Puis c'est des histoires qui sont comme invraisemblables. Puis, tu sais, quand tu regardes de façon macro l'histoire de mon père, mon grand-père ouvrier, avec ma grand-mère qui, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, fait qu'un seul salaire, mon grand-père un peu, pas un peu, mais qui buvait sa paye le jeudi soir à brasserie, que souvent la famille en écopait de son problème d'alcool. Puis, tu sais, c'était la vie à l'époque, c'était ça, mais c'était une vie qui était quand même difficile. Donc, mon père, issu de ce milieu-là, passé de ça à investisseur privé, malgré que bon, le chemin est sinueux pour s'y rendre là, qui à un certain moment était évalué à plusieurs millions de dollars. C'est quand même une histoire c'est quand même, ça démontre une certaine force, même s'il a pris des raccourcis, des chemins que les gens ne sont pas d'accord. Fait que je me suis dit, c'est une histoire, puis c'est tout ce qui me reste. Puis, je suis pas très, très comme tombe ou whatever, mais
c'était important pour moi que son histoire soit écrite à quelque part, que ça laisse une trace, qu'il n'ait pas vécu 53 ans à prendre tous ces risques-là, à faire des choses impossibles, puis que tout ça disparaisse. Tu sais, comme, OK, l'argent, on s'en fout, je me suis fait rentrer un bat de baseball trempé dans le sable, c'est correct. Mais que cette histoire-là, fait que je me suis comme fait la promesse que j'allais créer un contenu, qu'à l'époque, je pensais à un livre, peut-être un film, une télésérie, qui parlait de mon père, de sa vie. Et ben, j'ai eu la chance de participer au documentaire Famille de criminels. C'est probablement une partie 1. Je ne sais pas comme le reste de l'histoire, ça va être quand. Présentement, je pense j'ai fait mon plan de 2024. Ça va sûrement être mon prochain épisode. Mais c'est sûr que c'est pas dans l'année qui suit, mais j'aimerais ça quand même créer quelque chose de plus personnalisé. Mais j'ai quand même participé au documentaire Famille de criminels qui traitait de c'est quoi la vie quand tu es un fils, un sœur, une mère de criminels notoires. Donc, ils prenaient des gens, des criminels québécois qui se sont fait assassiner et ils parlaient aux gens de la famille, ce que je vois comme un MVP, Minimum Viable Product, et en même temps, mais ça m'enlève une chose à faire. Tu sais, si je ne fais pas le livre, je ne fais pas de film, je ne fais pas de podcast, au moins, il y a une partie de son histoire qui est écrite, en fait, une partie de mon histoire avec lui, ce que je trouve très cool. Fait que c'est une très grande réalisation. Ça a été cool de passer parmi tout le processus, sincèrement, là, bitching, genre TVA bashing, là, mais tu sais, la production, ça a été super. Annie Soleil Proto a été super humaine, mais tu sais, ils voulaient me faire signer des NDA, des affaires. Toutes sortes d'affaires que, tu sais, moi, je viens du monde de 2000 et plus. Les médias que je connais sont les podcasts, les chaînes YouTube. Je veux dire, je vais sur un podcast, il n'y a pas personne qui va me demander de signer d'exclusivité ou quand j'invite quelqu'un, il n'y a pas toute cette gamique-là. Au final, je veux juste que tu me racontes mon histoire. Puis là, tu as des grosses boîtes de même qui travaillent comme en 1986, qui veulent protéger leur propriété intellectuelle. Puis, à un moment donné, j'ai dit, j'apprécie, là, mais je pense que vous me donnez trop de mérite. Là. Je voudrais vous voler votre contenu, puis je ne saurais pas quoi en faire. Là. Comment tu penses que je vais faire planter le projet? Whatever. En tout cas, fait que ça a été agréable de passer au travers de tout ça. Ça s'est fait à coup d'écorchure. J'ai mis mon pied à terre et j'ai dit, écoute, que c'est pas à tout prix. Là. Je veux dire, je ne veux pas passer dans ton documentaire à tout prix. Fait que ça a été un très bel accomplissement. Aussi, une des craintes là-dedans, c'est sûr que j'ai des amis qui gravitent toujours autour du milieu interlope ou qui ont gravité à l'époque et tout. Donc, ça a fait comme un petit peu de... Quand j'ai annoncé que je passais là-dedans, ça a fait un petit peu de friction. Pas un peu de friction, mais j'ai pu sentir un petit... Ils me posaient des questions, genre, t'as-tu parlé de moi? T'ont-tu posé des questions? Je sentais une certaine réticence. Et je les comprends totalement. J'ai dit non, inquiète-toi pas. Puis c'est vrai. En fait, ils m'ont vraiment comme... Tu sais, leur but, c'était de recueillir le témoignage d'un membre de la famille. C'était pas d'aller chercher de l'information. Fait que ça a été cool parce qu'après, ces gens-là m'ont pas mal tous appelé puis dit « Ah, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça bon. » Puis c'était sincère. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool parce que c'est sûr que tu veux pas comme que tes chums commencent à dire j'aime pas ça ou whatever. Fait que ça a été, j'ai eu comme cette espèce de validation-là. Puis je pense qu'ils ont compris aussi la démarche du côté que je veux documenter la vie de mon père là-dedans. Fait que ça a été une belle réussite. C'est ça. Quel est mon prochain sujet? Ça, j'en ai parlé. Je vais peut-être parler, tu sais, avant d'aller dans des choses trop cool, parce qu'il y a des moments qui ont été un petit peu plus difficiles dans l'année. Puis j'aimerais ça en parler. Comme tu sais, là, ça c'est. On va commencer par. On va y aller avec le hamburger. Ben, cette année, c'est la première année que j'ai fait une année complète à l'emploi de quelqu'un, à l'agence Gros. Donc, c'est une année, je parle autant de 12 mois que du 1er janvier au 31 décembre, même si je suis en congé aujourd'hui et que j'ai la COVID, mais
J'ai fait une année complète, une année civile complète, une année complète, 365 jours. Donc ça, c'est le premier gros accomplissement. Cela dit, it's been a wild ride, it's been a bumpy ride. Et c'est sûr, j'ai appris là-dedans. Tu sais, quand on dit de ne pas brûler d'étapes, tu sais, toutes ces belles phrases-là, là, que ah oui, mais faut que tu prennes ton temps, puis tu brûles pas d'étapes, puis c'est ça. Ben, je vais un petit peu décrire ma vision de la situation, parce que c'est peut-être pas celle-là que quelqu'un d'autre, que mes boss, mettons, le décrirait, mais je vais décrire ma vision de la situation. J'ai été très vite promu, donc ils voyaient un très, très grand potentiel en mes capacités. J'ai été très vite promu au fait que j'ai changé de développeur à architecte de solutions. Donc, en gros, un rôle un peu plus de vente, d'analyse que de hands-on. Et en même temps, comme il n'y avait personne et qui voyait un talent, un certain leadership de ma part, j'ai été mis comme team lead. Donc, je suis rentré dans une position que j'ai aucune idée de ce que je fais. Puis en plus, je devais leader le team. OK, le team était petit, là, c'était moi et 2 autres personnes. Ce qui fait que, grosso modo, j'ai craqué. Sincèrement, j'ai craqué. J'ai vraiment... Je détestais... Bon, je détestais pas ma vie, là, mais je détestais ma job et je m'étais un petit peu fait une promesse de rester minimum 1 an. Ce qui fait que j'ai juste comme... J'ai craqué, puis... Comme je m'étais fait la promesse de rester minimum 1 an à ce job-là, ben c'est la seule raison qui fait que j'ai pas quitté en mars. T'sais, en gros, là, j'étais comme tellement... Comme j'étais dépassé. Je ne vais pas dire écœuré, j'étais dépassé. Je me sentais totalement incompétent. Fait que j'ai eu comme une espèce d'ascension rapide, puis après, une méchante débarque. Puis, pas une méchante débarque, je suis juste retourné où ce que j'étais avant, mais pour moi, je l'ai pris comme une popée de débarque. Puis, les choses ont changé. Puis, ça m'a fait réaliser. Fait que ça, c'est quelque chose qui était cool parce que, tu sais, vu que j'avais jamais travaillé pour quelqu'un, ben, je me sentais totalement comme pas à ma place. Et là, on m'a donné des chances. Et j'ai échoué. On va se dire les vrais mots, j'ai échoué. Puis, peu importe la raison, que ce soit légitime, que ce soit pas légitime, que ce soit de ma faute, pas de ma faute, j'ai pas réussi à livrer ce que je pensais que j'allais réussir. Ce qui m'a lancé dans une espèce d'introspection, à savoir, OK, mais pourquoi j'ai accepté ça? Parce que le blâme, en fait, c'est pas d'avoir eu les opportunités, c'est que sincèrement, je n'ai pas filtré. J'ai juste comme accepté, puis je me suis overload, puis je me suis planté. Fait que c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça relativement difficile. J'ai eu quelques semaines, là, je dirais. Ça n'a pas duré super longtemps. Je pense qu'avec mon travail sur moi, la méditation, mon développement personnel, le fait que je m'entraîne, je suis quand même pas capable de passer vite à un autre appel. Mais il y a eu quelques semaines que je me sentais vraiment comme pas à ma place, que j'avais juste le goût de quitter. Que je tenais sur une promesse que je m'étais faite à moi-même. Puis sincèrement, dans ces semaines-là, je comptais le nombre de semaines. Je me souviens, j'étais comme, OK, il reste 17 semaines. Dans 17 semaines, si je veux quitter, je vais quitter. Mais là, juste comme grip, genre ferme ta gueule, puis continue. Et un de mes objectifs d'aller travailler pour quelqu'un, c'était d'apprendre à travailler pour quelqu'un, justement, de me faire contredire. Fait que ça rentrait dans ce que je me suis souhaité. Fait que ça, c'est un côté peut-être un peu plus... tu sais, je veux dire, des problèmes du premier monde, là, je veux dire, c'est rien de très grave. Mais ça a été, moi, une réussite un petit peu plus... c'est pas un échec parce que j'ai beaucoup appris, tu sais, c'est un apprentissage. Mais ça a été un moment un petit peu plus dur. Surtout qu'on dirait qu'après, ben, ça a comme... Tu sais, ça a comme juste... je dirais de décevoir les autres. Puis aussi... Tu sais, c'est peut-être une impression que j'ai, mais à un moment donné, tu es comme catalogué comme OK, il l'a pas fait. Tu sais, c'est comme si tu as une recrue en sport puis que tu y mets beaucoup de potentiel puis que finalement, c'est pas livré. On dirait que j'ai comme l'impression que je suis retombé dans
dans le plancher des vaches, tu sais, comme Frank, il le fera juste pas, ou il l'a pas fait, ou whatever, tu sais. Fait que c'est comme un peu... ça, j'ai trouvé ça un petit peu dur. Puis je vais segouer là-dessus parce que, en parlant de ma mission de vie, je m'étais dit que j'allais me commettre à travailler dans ma mission de vie, puis je n'ai parlé un peu plus tôt. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné ma démission de chez Gros au mois d'août, genre, fin août, puis j'ai dit que j'allais partir, je donnais comme 6 mois d'avance là, au mois d'avril, ou de voir comment qu'on peut s'arranger avant. Finalement, toutes les choses se sont placées. Je me suis mis, puis props à un de mes boss, Charles, j'ai comme changé de superviseur, pas de superviseur, mais de leader. Et comme tout s'est placé, et je suis totalement heureux chez Gros. Et au point que, tu sais, je suis beaucoup sensible aux signes de la vie, que je me suis dit, OK, la vie me dit comme, tu as quelque chose à faire ici, tu n'as pas terminé, tu as quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à faire ici, comme reste ici. Et pendant une rencontre, j'en ai parlé, puis il m'a dit, bien sûr, si tu veux rester, t'es plus que le bienvenu. Fait que tout ça pour dire que j'ai comme démissionné, j'ai été réembauché, tout ça de façon très, très, très théorique. Puis j'ai l'intention, tu sais, j'ai pas de date. Tu sais, à un moment donné, j'en parlais avec ma coach, là, back in the days, quand je faisais des choses. Tu sais, j'aime beaucoup avoir il n'y a pas de date, tu sais, c'est sûr. Est-ce que je vais finir à 65 ans avec une plaque en or? Je pense pas, mais j'ai envie de rester là tant que le deal est bon pour tout le monde, dans le fond, puis tant que ça continue comme ça. Fait que c'est un petit peu mon côté professionnel. Fait que j'ai été team lead et je suis redevenu dev. Oui, ça, c'est la COVID. Une autre chose très cool, j'ai fait 4 voyages. J'ai à peu près pas voyagé de 2014 à 2023 parce que j'ai eu des enfants. Puis après, le seul voyage, j'ai fait 2 voyages en fait. J'ai fait une fin de semaine à Key West avec des chums. Puis j'avais été à Podcast Movement en 2019. Mais c'est un voyage de job. Genre, tu sais, j'étais allé là 3 jours, tu décolles. Fait que j'avais pas été dans le sud. J'aimais beaucoup aller dans le sud avant. J'aimais beaucoup voyager. Donc, cette année, j'étais allé en Colombie. Ça, c'était vraiment cool. Ça m'a fait du bien de partir tout seul, dormir dans des auberges jeunesse, de juste faire ce que ça me tente quand ça me tente pendant une semaine. L'autre chose, c'est qu'avant d'avoir un job, j'étais travailleur autonome, donc c'était dur de prendre des semaines de congé. Donc, d'avoir une semaine que vraiment rien. J'ai laissé mon ordinateur à la maison et je suis juste parti. Ça, c'était vraiment cool. J'étais allé voir un de mes chums en Floride, à Sarasota. Ça, c'était comme un autre beau moment de l'année. Ensuite, j'étais allé à là, je vais encore mentir. J'étais allé à Orlando Universal Studios avec les enfants pendant une semaine de la construction. Et là, je reviens la semaine dernière. J'étais allé avec une fin de semaine avec 3 de mes chums de la job et leur blonde à Las Vegas. C'était fou raide. Le point culminant, je dirais, de Las Vegas, moi, j'étais allé comme 3 fois auparavant, fait que je connaissais la place, puis c'est pas tant la vibe que j'aime. Je suis surtout allé parce que je voulais y aller avec mes chums. Je me suis dit, OK, j'ai 40 ans, je suis célibataire, puis j'ai 3 chums qui s'en vont à Las Vegas. Quand est-ce que cette occasion-là va se représenter plus que je voulais aller à Las Vegas? Et le point culminant, je suis allé courir dans le Red Rock Canyons. Donc, je suis allé dans le désert américain à pied et c'était merveilleux. C'était comme juste fou raide. Fait que ça, c'était un autre win. Je vais y aller avant de continuer avec trop de positivisme. Je vais peut-être mettre le côté un petit peu plus dark. Je dirais comme quelque chose qui me pèse beaucoup présentement dans ma vie, que j'ai beaucoup de difficultés à prendre des décisions. J'ai beaucoup de gens qui me pointent, qui m'aident, mais on dirait que j'agis pas. J'ai comme mantra que des fois, quand tu fais rien, les choses se règlent, mais ça, clairement, ce n'est pas une de celles-là. Ça ne se réglera pas. Ça va juste être pire. En gros, je suis surendetté. Je l'étais avant ma séparation avec Catherine. Quand j'ai commencé à travailler chez Gros, vu que j'avais ma paye plus l'entreprise, je m'étais fait un plan pour rembourser le gros de mes dettes sur 1 an.
Donc, tout était prévu, tout était canné pour que 2 semaines après, ben, il y ait une séparation. Et là, je ne mets rien sur le dos de la séparation, je l'assume totalement. Fait que j'ai fait OK, ça coûte cher repartir à zéro. Tu sais, comme quand tu déménages, j'ai un de mes chums l'autre fois, il m'a dit Bro et Martineau fait son argent, ces séparations, parce que quand t'es deux, puis que là tu repars, ben, faut tout tu rejettes en double. Tu sais, tu vas chez Ikea, là, tu pognes 2-3 spatules, puis des débarbouillettes, puis des stars, là, puis ça coûte 900$. Là, fait que, puis là, ça, c'est juste une des commissions. Là, puis après, en tout cas. Tout ça pour dire que tu as quelques milliers, voire dizaines de milliers de dollars à dépenser quand tu repars à zéro. Et, ben, comme je suis retombé seul aussi, ben, j'ai juste pris la décision. J'ai sincèrement, là, je ne blâme pas personne. Je ne me déculpabilise pas. J'ai juste fait comme OK, fuck off. Je mets le projet de payer mes dettes à l'année prochaine. Ben, en tout cas, à plus tard. Peut-être pas l'année prochaine. Je dis là, ce que j'ai besoin de faire, c'est de repartir, de me bâtir un nid un environnement, un nid où ce que je suis bien et où mes enfants sont bien. Donc, j'ai ouvert les vannes puis j'ai juste comme dépensé encore plus. Puis, ben, j'ai comme juste parti dans le mindset de OK, comme j'ai juste une vie à vivre, fait que je me suis permis beaucoup de choses, les voyages, ici et ça. Ce qui fait que j'ai un bilan négatif encore cette année, malgré tout l'argent que j'ai fait. Ce qui me pèse. J'ai beaucoup de. Tu sais, je vais chercher des conseils, j'écoute, mais je n'ai pas passé à l'action. Donc là, Puis je voulais profiter des fêtes pour penser à ça. Malheureusement, on dirait que mon cerveau ne veut pas penser avec la COVID. Fait que j'étais un peu comme à croiser des chemins de dire OK, est-ce que je fais une espèce de plan de redressement, puis je sais pas, sur 5 ans ou whatever, combien de temps que ça prend, comme rembourser tout ce montant d'argent-là, ou bien tout simplement, je pète faillite, je prends ma pilule, les 9 prochains mois, ben, si j'attends que ça passe, puis dans 1 an et demi, 2 ans, ben, tout va être redevenu, je vais revoir mon crédit, puis la vie va revenir normale. J'ai juste comme à souffrir un peu. Puis j'ai comme un conflit de valeurs, un conflit d'intérêts. Je ne suis pas une personne en phase persévérante, donc c'est pas comme ça se fait pas. Je suis conscient que la faillite fait partie de la game, qu'on est d'une société qui permet de le faire, que c'est un mécanisme de la loi. Mais j'arrive pas à me faire une idée de est-ce que je le fais? Puis j'ai comme une espèce de complexité. Puis on dirait que j'ai comme de la misère à donner confiance à un syndicat de faillite, puisque lui, il est payé sa faillite. Fait que j'aimerais comme avoir peut-être l'avis externe, mais je demande l'avis externe à des gens, soit qui ont pété faillite personnelle, ce qui pété faillite personnelle, c'est comme une joke, mais moi, j'ai une compagnie incorporée. Tu n'as pas le droit de gérer une compagnie incorporée si tu as pété faillite. Là, il y a un certain temps, je ne sais pas, 1 an, 2 ans. Ce qui veut dire que puis mes dettes sont splittées personnelles, entreprise. Donc là, il faut que je pète faillite d'un deux. On dirait comme je viens overload d'informations, puis je tombe je stagne carrément. Fait que c'est dans l'épisode de demain, dans mes objectifs de 2024, ben mon premier trimestre, c'est de faire un ménage, de faire bilan, budget, perso et entreprise, puis voir comme analyser ça, amener ça à des gens pour qu'ils m'aident, puis voir est-ce que je pète faillite ou est-ce que je me retrousse les manches, puis je rembourse tout le monde. Fait que c'est le côté un petit peu plus dark, une des choses un peu plus dark. Sinon, dans les autres bons points, ben, je voudrais parler de... il en reste plus gros. Fait que je vais parler de ma van life. J'en ai parlé que je me suis monté un setup camper au printemps. En fait, j'ai passé tout l'hiver passé. Ça m'a beaucoup aidé à passer au travers de l'année de séparation. Je me suis raccroché à ce rêve-là de faire la van life, comme je faisais quand j'étais jeune, quand j'avais mon Westphalia, que j'ai pas pu faire parce qu'à l'époque, j'avais le véhicule pour le faire, mais je m'étais mis tellement de responsabilités pour payer le véhicule que j'avais jamais de temps pour le faire. Fait que cette année, j'en ai vraiment bien profité. Je me suis bâti un setup camper no-built dans ma van de tous les jours et je l'ai pris pour aller faire le demi-marathon de Lac-Placide.
Je me suis beaucoup de fins de semaine que j'avais pas les enfants, que j'en ai profité pour aller me promener. Et les fins de semaine, j'avais des enfants, on allait faire du camping aussi, mais moins avec la van, dans le sens que mon setup est vraiment pour une personne, mais avec le cooler et tout. Ce qui fait que j'ai passé un été magnifique. Ça a été vraiment cool. Ma vision de van life, parce que tout le monde a sa vision, moi, dans le fond, c'est d'avoir mon chez-moi pour aller faire des activités ailleurs. Puis c'est là, sûrement qu'il y a 20 ans, je n'avais pas compris, comme la van était en soi la fin. C'est d'avoir la van puis d'aller faire du camping à quelque part, ce qui souvent est relativement redondant. Mais quand tu prends ta van pour aller à une course puis dormir sur le spot, ou quand tu vas faire des activités puis que ça te permet d'aller plus loin, d'avoir un endroit pour te loger sans te ruiner. Et sincèrement, ça peut très, 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 très vite valoir la peine. Le prix des hôtels, ça n'a juste plus d'allure. Tu sais, comme, je fais un bon salaire puis je comprends pas. Là, c'est rendu, là, il n'y a rien en bas au Canada, genre de 200, 250 la nuit. Quand tu vas aux États, c'est en US, ça fait comme 325 la nuit. Tu vas passer une fin de semaine puis tu dépenses 600$ juste en hébergement. Il y a peut-être des places moins chères, le plus miteux et tout, mais il faut que tu t'attendes à au moins payer, mettons, 200 de la nuit. Ça commence quand même à être beaucoup d'argent pour faire des petites escapades versus avec la van. Je veux dire, j'arrive, j'ai des trucs pour cuisiner. Il y a plein d'applications qui te montrent des endroits où tu as le droit. Il y a des villes comme Shawinigan, aussi surprenant que c'est. Shawinigan ont compris parce qu'il y a beaucoup de villes qui t'empêchent de te parker de nuit et ils ne veulent pas que tu fasses ça. Shawinigan, eux, ont au contraire ouvert la ville. Ils ont compris que c'était très bon pour le touriste. Les gens, quand ils arrivent, ils dorment avec leur van dans le parking. Fait que tu as genre le parking de la mairie, tu as plein de parkings incitatifs où tu peux carrément dormir pour la nuit. C'est sûr, même des restrictions. Ils ne veulent pas avoir des itinérants qui vivent là. Mais puis je parlais avec, j'ai croisé quelqu'un de la ville, puis il dit c'est super bon, ça amène du tourisme, les gens aiment ça. Puis le lendemain, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu es dans la ville, tu as sauvé 200$. Mais c'est sûr que tu vas te permettre un bon resto, c'est sûr que tu vas te permettre d'aller faire des activités dans la ville, tu vas dépenser l'argent dans la ville. Fait que, puis c'est peut-être pas ta ville de choix, ton premier choix, mais quand tu as l'infrastructure qui permet de le faire. Tout ça pour dire. Tu sais, comme quand on est allé au lac Placide, on a trouvé un camping municipal, je ne sais pas trop, machin, c'était comme 20$ US de la nuit. Puis comme on avait 2 vannes, moi et mon chum Pat, ça a coûté 10$ US la nuit, ce qui veut dire que ça a coûté comme 30$ d'hébergement. On avait accès aux douches, les toilettes, toute la patente, un pit de feu. Tu sais, si on avait été à l'hôtel, ça aurait été comme 400$ US. Je veux dire, c'est disproportionné. Fait que ça te permet beaucoup de voir du pays, de pouvoir voyager, de pouvoir faire des activités. C'est ma vision du van life. Puis ça m'a permis de passer un bel été, de vraiment profiter. J'aime beaucoup le setup que je me suis fait. Je vais dire ça comme ça. C'est l'expérience. Parce que souvent, quand tu regardes là, comme tous les kits préfets, tous les Westphalia, ils essaient de te mettre toutes sortes d'affaires, un petit lavabo, puis un poêle, puis ci, puis ça. Mais tu sais, la vérité, là, c'est que tu n'iras jamais faire ta vaisselle dans le truck. Tu n'iras jamais faire cuire quelque chose dans le truck parce que ça va brûler. Au mieux, tu vas faire bouillir de l'eau. Fait qu'un petit brûleur au butane va faire comme 100% de la job qui coûte 25$ chez Canadian Tire. Tu n'as pas besoin de t'encombrer d'un meuble et tout mettre ça. Puis, fait que dans le fond, moi, je savais ce que je voulais. C'est un lit puis un fridge. Quand tu as ces deux affaires-là, là, le reste, c'est sûr. La troisième chose qui serait vraiment cool, c'est d'avoir une toilette, ce qui est un petit peu plus complexe. Dans mon cas, j'ai une toilette pliable avec des sacs de poubelle en cas d'urgence. Je ne m'en suis pas servi cette année. Souvent, on est des gars, fait qu'on peut aller faire pipi dehors. Puis souvent, il y a beaucoup de spots qui ont des toilettes quand tu es dans les campings aménagés. Mais même dans les spots, tu as des applications qui te donnent des spots. Souvent, c'est un parc et dans le parc, il y a des toilettes accessibles ou des toilettes chimiques. Fait que ce qui fait que ce que je voulais, moi, c'est un lit et un fridge. Fait que j'ai un lit qui est confortable et j'ai
un frigidaire avec une batterie qui me dure comme 5 jours. Fait que je peux partir, puis je pars tout le temps 2, des fois 3 jours max. Ce qui fait que je suis totalement autonome avec tout mon équipement de camping que je peux sortir à ma petite table puis me faire mon café le matin. Fait que j'ai passé un merveilleux été. Je pense qu'il n'y a pas une fin de semaine que j'étais chez nous. Quand j'avais les enfants, on allait quelque part. Puis sinon, je partais avec la vanne. Une autre chose, moi, c'est plate parce que je pense que je vais peut-être, je vais quand même avoir quelque chose pour finir. Un point peut-être un peu moins positif. Ma fille grandit, elle a été victime d'intimidation à l'école. Ce qui semble s'être placé, quoique ça fait 1 mois et demi qu'ils sont en grève, qu'ils ne sont pas à l'école. Fait que je commence à vivre des problèmes. Ma fille est très grande pour son âge. Elle approche 10 ans. Elle n'a pas encore 10 ans, mais elle va avoir 10 ans. Mais elle a déjà le caractère. C'est une vieille âme. Elle a déjà le caractère d'une adolescente. Donc, j'ai comme un aperçu de ce qui s'en vient pour les prochaines années. Je me croise les doigts. Je me force à lui donner des bonnes valeurs et on avance vers ça. Le côté intimidation, moi, ça m'a ramené à moi quand je me faisais intimider. Fait que ça m'a comme amené à des places que je ne voulais pas aller. Ça a été assez rough pour moi, ça. Mais bon, regarde, ça fait partie de la game, ça fait partie de l'expérience humaine et ça fait partie sûrement des choses que la vie veut que j'apprenne à dealer avec ça. J'ai comme l'impression que j'ai jamais dealé avec ça quand j'étais adolescent. Je m'en suis juste poussé, puis à un moment donné, j'ai vieilli, puis ça a arrêté. Donc, la vie me dit « Hey, t'as de quoi de pas régler, va falloir que tu règles ça maintenant que t'es le papa, ou va falloir que t'accompagnes ta fille là-dedans. » Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. Je l'ai mis dans mes points à discuter. Sinon, une des choses cool, j'ai repris le Centro Show, même si là, ça fait comme 1 mois et demi que j'ai comme en break. Je suis content. J'ai fait plusieurs épisodes. Je me suis fait un petit setup qui me permet d'enregistrer sans trop de friction, puis de continuer de ce côté-là. Et je vais terminer sur quelque chose qui bouille en moi depuis longtemps, mais que j'ai l'impression qu'il prend une certaine traction. J'avais mis dans ma bucket list de faire un open mic. Que j'ai changé pour faire un stand-up. Parce que open mic, je peux y aller, tout simplement, prendre un micro, puis dire pipi, papa, patate poêle, puis partir, puis j'ai fait un open mic. Fait que j'ai comme j'ai raisé un peu, fait que j'aimerais ça réussir à au moins, puis là, stand-up reste à définir, mais au moins monter une coche où ce que je participe au gang show puis je me fais pas gagner. Tu sais, comme on va mettre la barre quand même assez basse. Ce qui fait que j'ai beaucoup d'intérêt pour l'humour. J'ai commencé à intégrer dans ma vie d'aller voir des spectacles d'humour. Et juste pour ça, ça me fait un bien immense. C'est vraiment dans mon énergie. J'aime rire et j'aime analyser. Donc, j'analyse comment que les gens font rire. Et je vois j'aime beaucoup le côté de voir la diversité d'humoristes. Donc, tu n'as pas besoin d'être... Il n'y a pas un moule. Comme tu peux avoir de l'air de n'importe quoi, tu peux parler de n'importe quoi, tu peux être n'importe qui. Et si tu as ta formule, ça va être drôle. Tu sais, fait que je trouve ça cool, cette diversité-là. Que j'avais peut-être pas réalisé avant, mais tu peux vraiment... Il n'y a pas vraiment de limite. Tu as juste à être qui tu es et trouver ta formule et piocher sur autant tes qualités que tes défauts, ce qui peut être drôle. Fait que je trouve ça intéressant. Je suis encore en mode exploration, aimer ça, mais j'intègre ça, puis ça me fait beaucoup de bien de penser, de juste comme prendre du temps, de me mettre dans cette énergie-là. 2024, ce serait possible que je fasse mon premier open mic. Ça serait bien que je me grouille aussi, là, que je ne tombe pas dans la procrastination, juste aller voir des shows d'humour et dire que je veux faire de l'humour. Fait que c'est ça, c'est mon bilan 2023. Je trouve que j'ai accompli beaucoup de choses. Puis sûrement que le prochain objectif, je vais te parler de prochain épisode, je vais te parler de mes objectifs puis de mon plan de match pour 2024. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.